Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Diasporama. Je suis très heureux de vous accueillir depuis Londres où nous avons ce privilège de recevoir aujourd'hui une grande dame, puisqu'il s'agit de Madame Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Néné, qui fut candidate à l'élection présidentielle en 2006 en République démocratique du Congo. C'était pour le compte de son parti Congo Pax, avec elle aujourd'hui nous allons évoquer tout naturellement la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, où, comme vous le savez, depuis le lundi 19 janvier, il y a effectivement un mouvement qui s'oppose ouvertement à l'adoption du projet de loi de modification électorale qui a été adopté le 17 janvier dernier. Madame Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Néné, merci de venir sur le plateau de cette émission pour répondre à nos questions. Merci, Monsieur Ndouzi. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a effectivement une situation très compliquée qui prévaut en République démocratique du Congo. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je dois quand même préciser que dès 1982, vous êtes entré à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en qualité d'avocate. Parallèlement, vous étiez conseillère à la présidence de la République et quelques années plus tard, vous êtes devenue, et c'est quand même important de le souligner, la première femme à devenir directeur de cabinet du Premier ministre. C'était à l'époque Jean-Nguons Karlibonde. Quelques années plus tard, vous décidez, après une période d'exil en Europe, de rentrer en RDC et c'est là que vous décidez de vous présenter à la magistrature suprême, et ce pour le compte de Congo Pax. Vous décidez au second tour de cette élection de soutenir Jean-Pierre Bemba, et c'est vous qui allez défendre auprès de la Cour suprême de justice le recours qui a été déposé par ce dernier, ce qui va d'ailleurs vous valoir de nombreux problèmes, notamment votre arrestation et votre incarcération en novembre 2006. Alors après quelques mois de détention, vous êtes finalement blanchi de toutes les accusations, mais le mal est fait, il faut bien le dire. Alors, peut-être en quelques mots, si nous devions revenir sur cet épisode malheureux, qu'est-ce que vous en retenez? Ce que je peux dire, M. Ndouzi, c'est j'ai apprécié à juste titre ce que c'était la liberté. Quand j'étais en prison, je disais, mais je vois les oiseaux passer au-dessus de ma tête, mais comme ils sont libres. J'admirais même le pousse-pousseur qui venait en prison avec leurs pousse-pousse en disant, mais ces pousse-pousse sont libres, plus libres que moi. Donc j'ai vraiment apprécié la liberté en ce moment-là, c'est que ça signifiait. Et rien de tel qu'un être humain qui doit vivre libre dans n'importe quel pays du monde. Et dans notre pays, il est plus que temps d'arracher de nouveau la liberté que nos pères ont arrachée en 1960 de la colonisation belge. Alors, durant ces quelques mois, évidemment, vous avez été confronté à la plus difficile des réalités. J'imagine que dans votre tête, beaucoup de choses se sont passées. Est-ce que ça vous a conforté à l'idée de poursuivre le combat quand vous avez été libéré? Vous savez, en fait, ma vie a basculé en 82. Le 19 décembre 82, mon père est tué. Mon père est assassiné. Parce qu'à l'époque, ma grande sœur, la veuve Nguons, était en exil avec son mari. Et il semble, dans le service de sécurité, ils se sont dit en tuant le papa de Madame Nguons, elle viendrait pour son père, et son mari pourrait venir et on peut mettre la main sur Karlibonde. Mais ce qu'il ne savait pas est qu'avant que mon père ne meure, il a dit à ma soeur de ne pas rentrer au pays même s'il mourait. Alors ma soeur n'est pas venue et c'était un échec. Alors, tout ça montre évidemment que déjà sous Mobutu, il y avait une ambiance plutôt glauque qui va d'ailleurs se perpétuer sous le régime Kabila père et Kabila fils. Toujours est-il en tout cas que, je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, en 2006, vous décidez de défendre Jean-Pierre Bemba dans ce recours qui est introduit à la Cour suprême de justice. La suite, nous la connaissons, votre incarcération, puis votre libération et votre départ pour la seconde fois, j'allais dire,
en exil, il y a eu un mouvement, un courant de sympathie qui s'est spontanément mis en place pour vous soutenir. Alors, depuis 2007, puisque vous êtes au Royaume-Uni depuis maintenant bientôt 8 ans, quelle a été votre lecture de la situation politique en République démocratique du Congo? Alors, nous allons évoquer bien sûr les derniers événements, mais pour la période qui va de 2007 à 2014, quelle est votre lecture de la situation dans ce pays? Vous savez, notre pays aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il est indépendant. Notre pays est encore un pays dont on dit indépendant sur du papier, mais en réalité, il n'est pas indépendant. Cela est dû à quoi, d'après vous? D'après moi, c'est principalement l'arrivée de l'AFDL. Nous devons savoir que l'actuel président était un produit de l'AFDL. Et l'AFDL, c'est le produit des 3 armées étrangères, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui ont envahi le Congo pour moi, qui ont agressé le Congo, à travers lesquels il y a eu un porte-parole qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, qui s'était autoproclamé président de la République le 17 mai 1997. Et jusqu'à ce jour, nous sommes dans l'ère de l'AFDL. Mais pourtant, l'arrivée de l'AFDL a suscité beaucoup d'espoir. Comment vous expliquez qu'il y a eu ce basculement dans l'opinion? Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'appréciation? Est-ce que l'AFDL s'y est mal pris, tout simplement? Moi, j'étais assez proche d'un certain Kakouji Gaëtan, qui est mort aujourd'hui, et qui était dans l'AFDL. J'étais même proposé d'être le secrétaire général adjoint de l'AFDL. J'ai dit non, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas comprendre que des fils du pays acceptent d'être accompagnés des forces armées étrangères. Je connaissais, vous savez, je ne me jette pas de fleurs, non. Dans un premier temps, le journal Le Soir ne voulait pas parler de Laurent Désiré Kabila, parce que là, ils avaient comme référence le livre écrit par Che Guevara, où il dit que c'était un homme indécis, c'était ceci, il aimait les femmes, et ainsi de suite. Et il n'y avait pas de sympathie par rapport à Laurent Désiré Kabila. Mais dans l'entretemps, de 1995 jusqu'à, disons, 1996, nous avons créé au niveau de Bruxelles un forum que nous avons appelé Forum interrégional, où les représentants de diverses provinces étaient en train de travailler sur l'avenir du pays. Et M. Gaëtan Kakouji, feu Gaëtan Kakouji, a pris les documents là, du Forum interrégional et les a publiés comme étant les documents de l'AFDL. Voilà ce qui a donné de la sympathie au mouvement AFDL. Et c'est là où le forum que nous avons créé était dispersé. On s'est remis en cause. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens que je rencontre qui étaient dans ces forums-là ont beaucoup regretté cet acte-là posé par le feu Gaëtan Kakouji. Mais que cela ne tienne, les gens ont commencé à aimer l'AFDL en se disant c'est des intellectuels, alors que tous les documents intellectuels, c'était nos documents du Forum interrégional. Alors, par rapport à ces documents-là, Gaëtan, ça, je l'ai reçu à la maison, il est venu me voir pour dire, voilà, nous tenons à ce que la presse internationale publie, parle de ce que nous sommes en train de faire, du mouvement que nous sommes en train que nous avons créé et qui est en train de se battre contre le régime Mobutu. C'est alors qu'un ancien membre de l'UFERI a rencontré Marie-France Cros de la Libre Belgique. Et c'est Marie-France la première qui va parler du mouvement, de ce mouvement-là, de l'AFDL et de Laurent Désiré Kabila. Voilà comment ça a commencé au niveau international. En tout cas, de 1997 jusqu'en 2001, évidemment, l'AFDL va mettre en œuvre sa politique, non sans s'attirer les foudres, notamment d'une certaine communauté internationale, puisque, on l'a vu, dès le 2 août 1998, eh bien, c'est la fameuse guerre, la seconde guerre, qui va opposer la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda. Alors, nous avons ensuite, évidemment, l'épisode de Sun City, la mise en place du fameux schéma 1+4. 2 ans plus tard, en principe, les élections devaient se tenir en 2005, mais
ont été organisées en 2006. Donc déjà à l'époque, il y a eu un glissement, hein, disons les choses simplement. Vous êtes candidate, la suite on la connaît. Vous revenez, en tout cas, vous revenez en Europe pour votre exil. Alors, depuis 2007, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Il y a eu notamment, par après, les élections de 2011, très contestées, on l'a vu. On ne vous a pas beaucoup entendu en 2011. Vous n'avez pas voulu tenter le coup à nouveau, Madame Marie-Thérèse Landou? Non, non, en 2011, ce que je voulais en fait, ici j'avais lancé un slogan, élection oui sans Kabila. Je voulais que ces slogans. Et pourtant, il pouvait se présenter à l'époque. En 2010, il pouvait se présenter pour un second mandat. Il pouvait se présenter sur le plan constitutionnel, mais sur le plan de fait, nous aurions dû l'en empêcher. Pourquoi est-ce que je lançais ce slogan élection oui sans Kabila? C'est pour préserver le peu que nous avions encore. Le peu de démocratie, les libertés fondamentales. Et je voulais que ce slogan-là devienne le slogan de Tshisekedi. C'est pour cela qu'en 2011, au mois de juillet, je vais tenter d'aller encore au Congo en clandestinité, avec l'espoir de rencontrer Tshisekedi que je n'ai pas rencontré. Alors, là, je parlais à la jeunesse du Congo parce qu'ils m'avaient demandé de donner un mot, de dire ce qu'ils doivent faire, sinon le parti devrait tomber. Alors, je n'ai pas voulu que le parti tombe. Et je suis parti en clandestinité. J'ai rencontré la jeunesse de notre parti. Des bouches à oreille, ils sont venus me voir à la maison, à Mongafula, à qui je dis, voilà, vous voulez que je dise quelque chose sur l'élection présidentielle? Il y aura élection apaisée sans les présidents sortants, donc sans Joseph Kabila. Avec lui, il n'y aura pas d'élection apaisée. Et ça m'a valu la mort. Dieu merci, il y a toujours quelqu'un qui peut-être qui m'aime bien. J'ai reçu le message que Maman Landou Longwa Nokinanda, donc quittez rapidement la maison, rentrez d'où vous venez, ne dormez pas à la maison. Je quittais la maison, j'étais en périphérie et je suis rentré précipitamment en Europe. En tout cas, 2 ans après, en 2013, vos proches sont attaqués. Racontez-nous très brièvement. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça. En 2011, comme je rentre précipitamment, j'étais obligé de faire une déclaration à Bruxelles pour dire que je suis rentré déjà en Europe pour qu'on n'aille pas attaquer la maison. Parce qu'on m'a dit qu'on devrait attaquer la maison. Alors en 2013, au mois de mai, 1er mai 2013, je ne sais pas, un message arrive chez Kabila. Maman Landou est de nouveau rentrée en clandestinité à Kinshasa. Elle est chez elle à la maison. C'est alors qu'on viendra attaquer la maison. Croyez que j'étais là. Donc ce sont vos proches qui vont être enlevés? Enlevés parce que... Donc belle-sœur, beau-frère... Tous les hommes qui étaient à la maison ce jour-là, le 1er mai 2013, ont été enlevés. Parce que quand ils arrivent, en fait, d'abord ils s'attaquent à la maison de gauche. Parce qu'ils ont eu l'information que je pouvais me trouver là-bas. Ils ont cassé tout ce qu'ils ont trouvé là-bas. Donc, la maison de voisins, ils n'ont pas voulu faire de commentaires pour éviter qu'on aille encore les attaquer. Et après, ils viendront la nuit, c'était la nuit, hein, après minuit, pour venir s'attaquer à la maison et enlever tous les hommes qui étaient dans la maison. Ils ont été enlevés, ils ont été emmenés dans un lieu inconnu. Mais à l'ANER. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'on les a libérés? Ils ont été libérés parce que... après combien de temps? Une semaine. Il y a eu la pression internationale pour qu'on les enlève. Alors, qu'on le mette en liberté. Si vous le permettez, on va maintenant vraiment parler de l'histoire immédiate. Vous savez que tout le débat tourne autour de la révision constitutionnelle qui, pour le moment, disons-le simplement, a été évitée. Il y a depuis le 17 janvier 2014 sur la table des sénateurs la lecture de ce projet qui a été adopté au niveau du Parlement. Lundi, la manifestation qui avait été lancée par l'opposition a plutôt été suivie. Le bilan à l'heure actuelle est incertain puisqu'on est dans une fourchette qui oscille entre 4 et 20 morts. Comment avez-vous vécu ces événements, Madame Landou? Bon, j'étais en relation avec l'opposition de Kinshasa, je suivais. Vous aviez apporté votre soutien à cette marche? Absolument. C'est sûr. Si vous allez sur Facebook, sur mon mur, Marie-Thérèse Landou, vous verrez tout ce que je puis écrire. D'accord. En soutien à cette marche-là. Ok. Et d'après vous, est-ce que cette marche avait de fortes chances d'aboutir dans le sens où elle suffirait à faire retirer ce projet, ou au contraire, vous pensiez que c'était une opportunité de pouvoir maintenir une pression sur le pouvoir? Le deux à la fois.
En fait, le peuple est fatigué de l'actuel régime. Qu'est-ce que ce régime nous a apporté en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme? Rien du tout. Rien du tout. Des gens comme moi, je suis né au Congo et je dois vivre en exil. Ça fait mon premier exil et le deuxième, ça fait 21 ans. Quel gâchis! Tout ce que nous avons amassé comme savoir que nous voulons transmettre à la génération qui vient, on ne sait pas le faire facilement dans un bon cadre. Le régime Kabila, c'est un régime qui doit finir. Et moi, je soutiens ce qui se passe à Kinshasa dans le sens d'exercer la pression sur le pouvoir actuel, de comprendre que le temps est venu pour qu'il parte. Mais vous craignez que ce projet de loi, qui en principe devrait être entériné, sauf évidemment miracle, hein, puisque là l'idée serait effectivement que cette pression soit maintenue et qu'elle puisse inciter le législateur à le retirer, mais est-ce que vous craignez que son adoption induise mécaniquement un glissement du calendrier et surtout une extension du mandat de Joseph Kabila? Oui, affirmatif. Et aujourd'hui, comme il y a eu mort d'hommes et un climat malsain, non seulement à Kinshasa, même à l'est du pays, à Goma principalement, ce projet doit être retiré de la circulation. Non seulement retiré, mais M. Kabila doit se présenter, se préparer à démissionner de la présidence. Le cardinal Monsengo a rappelé il y a quelques jours, il y a 48 heures en fait, toute son hostilité à ce projet. Est-ce que vous pensez que c'est une voix qui pèsera dans le débat et qui incitera peut-être éventuellement les législateurs à ne pas aller au bout de cette logique, d'après vous? La voix du cardinal Monsengo, c'est une voix que la population aime beaucoup parce que c'est un soutien aux droits fondamentaux, de la personne. Alors, le régime actuel, je pourrais dire le président actuel, tout ce qui l'intéresse, c'est les maintien au pouvoir. Ce n'est pas l'effet de voir si le peuple est d'accord ou pas. Lui, vraiment son objectif qu'il veut atteindre, c'est rester le plus longtemps possible au pouvoir. Mais maintenant, ça devient difficile. S'il veut vraiment partir un petit peu comme un grand homme, entre guillemets, je pense que le temps de démissionner. S'il démissionnait, les gens seront contents. Mais que pensez-vous de ceux qui, comme à l'UDPS, réclamaient encore avant hier un dialogue avec le pouvoir? Et surtout, très important, nous savons par ailleurs que l'UDPS, la veille de la marche, s'était d'une certaine manière désolidarisé en déclarant par la voix d'un porte-parole à Kinshasa que cette marche-là ne concernait pas. On sait depuis maintenant quelques jours que Étienne Tshisekedi a appelé à ce que ce mouvement soit amplifié. Que pensez-vous de cette position de l'UDPS? Honnêtement, je pense que le dialogue ne peut pas se faire aujourd'hui avec l'actuel pouvoir. Moi, je m'oppose à ces dialogues-là, parce qu'il n'y aura rien de bon. Nous avons déjà dit, et je le dis encore, que le pouvoir actuel vient de l'AFDEL, donc de l'invasion, de l'agression du Congo en 1996. Donc nous sommes toujours dans l'ère de l'AFDEL. Il doit partir aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue possible. Monsieur Kabila, à partir du moment où il a tué les gens le 19 janvier, et hier encore, d'après ce que j'ai appris, ça peut faire une cinquantaine de morts. Donc il y a d'autres bilans, effectivement, qui sont... Et je crois que lorsqu'un pouvoir tue le peuple pour lequel il est censé protéger, je pense qu'il y a rupture de légitimité. Mais comment sortir de ce problème? Il n'est plus légitime pour le moment. Il n'est plus légitime, des actes ont été posés, mais comment sortons de ce problème? Admettons que le projet soit effectivement retiré. Vous pensez vraiment que ça empêchera Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir? Il va se maintenir au pouvoir parce que c'est ça ce qu'il veut, c'est ça son objectif. Vous savez, nous ressemblons, lorsqu'on accède au pouvoir, il faut voir comment on accède à ce pouvoir-là. Qui sait comment est-ce que M. Joseph Kabila a accédé au pouvoir? Ça se passe le 26 janvier 2001, il prête serment. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne président de la République? Je ne sais pas si vous le savez, moi je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que l'opposition aujourd'hui, indépendamment, on va dire, du succès de la journée du 19 janvier, est-ce qu'elle est en capacité aujourd'hui de faire son unité et de pouvoir rester soudée pour précisément empêcher tout nouveau mandat de Joseph Kabila?
Pour le moment, si vous avez un c'est une conseil à donner, obligation. quel serait-il à ce niveau-là? L'opposition est obligée de s'organiser en une certaine union sacrée, entre guillemets. Mais on a déjà connu ça dans le passé. C'est vrai, mais on peut la renouveler. On peut dire union sacrée, nouvelle union sacrée. Il faut le faire. Ils sont obligés, les opposants sont obligés de s'organiser en union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons plus faire la politique des partis. Par exemple, l'UDPS, avec tous ces discours-là, on ne sait pas si les membres de l'UDPS étaient là ou pas, mais aujourd'hui, nous sommes là pour guider un peuple vers une certaine indépendance, que moi j'appelle la deuxième indépendance. Alors, je crois que nous allons en rester là. Vous avez l'opportunité, Madame Marie-Thérèse Landou Mpolo-Néné, de tout simplement conclure avec le mot de la fin. Le mot de la fin, je félicite notre peuple qui aujourd'hui nous donne l'opportunité de nous sentir à l'aise. Même heureux parce qu'on a toujours dit que le peuple congolais c'est un peuple faible, un peuple qui ne sait pas manifester, un peuple qui ne sait pas se respecter. Au moins, il a prouvé le 19 janvier et hier qu'ils peuvent dire non à un pouvoir qui les brime, qui les torture, qui les tue. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le même comité national qui semblait croire que le peuple congolais ne peut pas bouger. C'est elle maintenant qui ne bouge pas. Je n'ai pas entendu un mouvement, un mot fort, une déclaration forte pour dire non à M. Kabila. Et ce que nous demandons, moi ce que je demande maintenant au Conseil de sécurité, de se pencher sur le cas Congo et de dire à M. Kabila de plier bagage et qu'on organise une nouvelle transition pour organiser des élections libres et transparentes et réellement démocratiques. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir prêté attention et de renouveler votre fidélité à cette émission Diasporama qui vous est proposée depuis Londres, ici, sur le plateau de Canal Afrique 54 TV. Je remercie tout naturellement M. Roger Coy à la régie et à la réalisation. Je remercie mon invité, Mme Marie-Thérèse Landou Mpolo-Néné, pour sa disponibilité. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Nzouzi. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt, toujours depuis Londres, pour un nouveau rendez-vous de Diasporama.